Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et ce soir, c'est un numéro spécial que nous vous proposons, un numéro en tongue, un numéro qui sent bon le sable chaud et les vacances. Voilà plus d'un mois donc que le championnat s'est achevé et le hack nous manque. Alors on s'est dit qu'on ferait bien un petit space pour vous retrouver, combler ce manque justement. Mais surtout pour parler de l'actualité avec un grand H comme histoire, puisque le hack a changé de main depuis vendredi. Nous en discuterons tous ensemble durant l'émission, juste après le traditionnel tour de table. Le capitaine de la croisière SpaceHack n'étant pas là ce soir, j'ai choisi de faire tourner le brassard. Et ce soir, malgré la chaleur accablante, il est bel et bien présent pour décrypter l'actualité estivale du hack. C'est JC. Bonsoir JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Notre prochain intervenant a découvert TikTok. Pour lui, c'est une cure de jouvence et pour vous, une cure de rire vu ses montages. Thomas est également là ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire la présentation de Clément, comme d'hab, il écoutera tout à l'heure. Rachat ou non, il est au taquet pour pister des nouvelles recrues pour le hack. Mon petit doigt me dit qu'il s'est même mis à l'espagnol pour discuter avec les Ganesses. Clément nous rejoindra tout à l'heure. Sale semaine pour le tennis français, puisqu'après l'élimination de Loïs Boisson dans le tournoi qualificatif de Wimbledon, notre champion français Vivien a été éliminé au premier tour du tournoi prestigieux de Saint-Pierre-sur-Andelle. Mauvaise nouvelle pour lui, mais bonne nouvelle pour nous, puisqu'il est ici ce soir. Bonsoir. J'étais à deux doigts de l'exploit pourtant. On y a tous cru, tu sais. Ah ouais, je crois pas, moi, j'étais le seul à pas y croire. Il est où le prochain tournoi? Tu peux me rappeler le nom de la ville? Alors, je joue mercredi soir à 21h à Beauroger. C'est à côté de, voilà, c'est au sud de Rouen, voilà. Ça sera diffusé sur Amazon Prime, hein, bien sûr, en nocturne. Parce que je suis totalement ridicule, donc non, je préfère pas de public. Éviter d'avoir du monde à côté de moi. Et ce soir, comme je le disais, nous ne serons pas seuls puisque nous accueillons notre spécialiste data et supporter du TFC, le Toulouse Football Club, Vincent Davas. Bonsoir Vincent. Bonsoir à la famille du hack. Mais SpaceHack, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. 10 ans, cela faisait 10 ans que Vincent Volpe était propriétaire du hack, mais depuis la semaine dernière, les choses ont changé puisque l'ex-président des Ciels et Marines a choisi de céder le club à Jeff Lenham, on dit, ouais, Lenham? Ouais, on va dire ça, Lenham, et à son groupe Blue Cross Sport, je vais y arriver. Hein. Le hack entre donc dans une nouvelle ère, celle de la multipropriété. Alors pour démarrer, qu'est-ce que la multipropriété? La multipropriété, c'est le fait pour un club d'appartenir à un groupe qui en possède plusieurs. Voilà, c'est très simple. Quelques exemples en France parmi les plus connus, Lyon, qui appartient au groupe Eagles, qui possède également Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek. Il y a Strasbourg, qui appartient au groupe Blueco, avec Chelsea comme maison mère, mais aussi Toulouse, Nice, Toulouse, j'ai dit 2 fois, tiens, Lorient, pour ne citer que la Ligue 1. Messieurs, question toute simple pour démarrer. Pourquoi ça fait peur la multipropriété? Thomas, j'aimerais entendre ton avis là-dessus, puisque je crois que tu es de ce côté-là, toi. Ouais, bah après, je suis très très mitigé effectivement. Enfin, je veux dire, je l'avais plutôt résumé, mais t'as des bénéfices comme t'as des avantages. Je sais pas, peut-être que je suis nature pessimiste, mais effectivement, bon, il y a la question de la perte d'identité dont on avait parlé déjà avec Mathieu Bodmer dans le dernier space, qui est un vrai risque. Surtout qu'on a un groupe qui est en expansion. Hein, il y a d'autres velléités de rachat du côté de Blue Crow, donc ils sont en train de gagner une masse de clubs de plus en plus importante. Donc forcément, c'est difficile de pas se sentir un petit peu noyé de ce côté-là. Il y a aussi le fait que bah voilà, tu t'es sur quelqu'un qui entre guillemets joue un petit peu à remplir son sac de billes d'un club à gauche, un club à droite, qui va voilà faire un petit peu son marché comme ci comme ça, qui va pourquoi pas au milieu d'une saison, enfin en fin de saison lâcher un club comme ils viennent de le faire en République Tchèque. Donc voilà. Après, je suis pas naïf non plus. C'était ça ou des très grosses difficultés financières à rester en Ligue 1, donc voilà. Mais je peux pas dire que j'ai sauté au plafond quand j'ai appris la nouvelle, quoi. Et toi, JC, qu'est-ce que tu en penses de la multipropriété? J'ai vraiment du mal avec ce mot depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de la multipropriété? Est-ce que tu es inquiet pour le hack? Et après, on va évidemment développer parler des différents cas, et c'est aussi pour ça que Vincent est là pour nous parler de Toulouse. Mais toi d'abord, qu'est-ce que tu penses de tout ça et de la situation nouvelle du hack?
Je pense déjà d'une que le rachat du club était quelque chose d'inéluctable. Donc ça devait arriver à un moment donné. Et on sait que Volpe avait mis le club en vente déjà depuis quelque temps. Après, que ce soit la multipropriété ou un notre propriétaire, voilà, nous on ne maîtrise pas ces choses-là. Alors effectivement, le projet qui a été choisi par Vincent Volpe, c'est Bucro, la multipropriété, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur puisqu'on ne connaît pas en réalité. Donc alors, je vais pas spoiler l'émission. Hein. Je sais que Guillaume, t'as fortement travaillé le sujet avec des projets qui ont, voilà, des projets qui ont été plutôt positifs, d'autres négatifs. Mais bon, moi, c'est plutôt la peur de l'inconnu. Après, il y a une question de moyens. Combien, en fait, là, pour l'instant, on n'a pas de conférence de presse, donc on ne sait pas du tout. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des éléments chiffrés qu'on n'a pas, qui moi m'intéresseraient. Savoir quelle est l'enveloppe globale, sur combien d'années est leur projet, combien ils auraient acheté le club, voilà, et ce serait des éléments déjà importants pour nous pour détailler un petit peu ce projet. On va faire rentrer Clément Le Sage tout à l'heure, il a toutes les infos, je suis sûr. Toi, non, je lui mets la pression, le pauvre. Vivien, toi, concernant ce rachat, toi, tu t'as pas forcément d'avis, t'es ni pour ni contre, t'attends de voir, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Je trouve que JC est très proche de ma position par rapport à ça. C'est que la nouveauté fait peur. Donc c'est vrai que c'est un peu, on rentre un peu dans un monde un peu inconnu au niveau du hack. Et d'autres clubs professionnels ont connu des déboires suite à leur intégration dans de la multipropriété. Donc c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont assez qui font peur et qui donnent pas envie on n'a pas envie que notre club le club qu'on aime connaisse ce type de destin. Mais moi, je veux attendre de connaître exactement les contours du projet de Boukro, parce que actuellement, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. La conférence de presse qui devrait se dérouler d'ici quelques jours, j'imagine, devrait nous apporter des éléments d'informations très factuels. Là, actuellement, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. On essaie de récupérer des infos à gauche, à droite, sur Internet, sur les réseaux. Enfin voilà, mais voilà. Donc moi, je suis surtout dans l'attente. Et comme disait JC tout à l'heure, de toute façon, la vente était inéluctable. C'était ça ou la banqueroute. Faut pas se faire d'illusions parce que on a connu 3 miracles de suite avec très peu de moyens, une montée, de maintien. Les miracles permanents, comme disait Didier Digard, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Si c'était pas la saison suivante, ça aurait été encore celle d'après, une descente et derrière des conséquences, on va dire, certainement catastrophiques, parce que derrière et s'appelle les coûts fixes. Enfin, la déficit structurel ne peut pas être résorbé avec des revenus encore à la baisse. En seconde division, on sait que c'est compliqué de s'en sortir. Donc voilà, il fallait vraiment que c'était le moment et la fenêtre de tir était idéale pour se faire acheter. Idéalement, on aurait aimé que ce soit un milliardaire originaire du Havre, mécène, qui donne son argent sans compter et qui permette au hack de garder son identité à coup sûr et de flamber et peut-être d'avoir des marges de manœuvre au niveau du mercato avec un budget qui soit cohérent à l'échelle de la Ligue 1. Mais bon, voilà, c'est la multipropriété, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Moi, j'attends des éléments de la future conférence de presse pour me positionner. Thomas, il est vrai quand même que le hack fait quand même des miracles depuis 3 ans. On est monté en Ligue 1 sans un rond, on s'est maintenu 2 ans de suite sans un rond. Pour passer un cap, il était urgent de vendre le club quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est sûr que oui, de toute façon, Vivien l'a bien dit et puis Didier Digard notamment aussi l'avait bien dit, tu peux pas empiler les miracles ad vitam aeternam. À un moment ça casse et effectivement, plus le temps passait et plus on risquait de se rapprocher du moment où ça risquait de péter et qu'on risquait d'être rétrogradé, voire pire, en cas de problème financier. Donc oui, après, voilà, moi, comme je te dis, je suis pas fan de la multipropriété en soi. Je suis pas non plus naïf. Effectivement, du moment où tu dois être racheté, ce qui effectivement, c'était de plus en plus compliqué. Ah, les profils d'acheteurs, t'en as pas 150. Hein. Soit t'as un fonds souverain ou un fonds d'investissement qui est pété de thunes, soit des petits groupes qui font de la multipropriété. Mais quand tu regardes la Ligue 1 à l'heure actuelle, des investisseurs locaux qui soient pas richissimes, t'en as plus beaucoup. Hein. T'as peut-être Metz, et encore je suis pas sûr, et Angers, et je suis même pas sûr non plus. Et sinon, t'as soit des énormes groupes, soit des énormes fortunes derrière. Donc voilà. Après, ce qui sera intéressant, et c'est pour ça que je suis pas non plus totalement négatif, c'est de voir comment ça se déroule. Et là, effectivement, comme dit Vivien, on est encore un peu en manque d'infos, mais
quel que soit le profil d'investisseur, que tu es un investisseur local, s'il décide de faire n'importe quoi, il fera n'importe quoi. À contrario, t'as des gens richissimes qui travaillent bien. Je pense à McCourt à l'OM, par exemple. T'as des grands groupes qui travaillent bien. T'as des gens qui font de la multipropriété qui travaillent bien. T'en as qui travaillent mal. Donc voilà, c'est surtout ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils vont faire qui va être intéressant à suivre. Mais voilà, c'est ça qui va nous permettre un petit peu de se positionner aussi. Rapidement, donc le but ce soir, c'est pas c'est pas d'avoir, enfin peut-être vous permettre d'avoir un avis sur la multipropriété si vous l'avez déjà ou le conforter ou non. C'est déjà donner des exemples de ce qui se fait aujourd'hui. Je voulais démarrer par les échecs qui selon moi sont des échecs. Celui qui m'a plus marqué, c'est pas un club hyper coté, c'est celui de Troyes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Troyes a été repris par donc Citigroup, le groupe de Manchester City. Et Troyes est descendu en Ligue 2, alors je sais plus quelle année, et ils ont failli enchaîner une deuxième descente consécutive en national. Ils ont été juste repêchés grâce à la défaillance des Bordelais. On a l'impression que le Citigroup délaisse totalement Troyes et voilà, c'est un club qui sert limite à rien, etc. C'est ce genre de choses. T'as l'impression que l'identité du club a disparu, que le club, on s'en fout. Et s'il venait à mourir, ça poserait pas de problème. Et c'est en ça où la multipropriété perso me fait flipper. Et le deuxième exemple, il est tout récent, c'est celui de Lyon. Donc l'équipe de Lyon qui a un déficit qui se calcule en centaines de millions d'euros, dû à des gestions un petit peu hasardeuses, nébuleuse, on va dire, de John Textor, qui a dû démissionner hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le club est pour l'instant relégué en deuxième division de cette mauvaise gestion. Et il doit y en avoir d'autres cas dans le monde. Je crois que Thomas, t'avais relevé aussi un autre cas un autre problème par rapport à la multipropriété, c'est au niveau des coupes d'Europe. Tu montrais tout à l'heure qu'il y a deux clubs qui seront exclus de la Ligue Europa parce que leur maison mère sera déjà qualifiée, elle, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as Drogheda en Irlande, qui est un petit club, et puis je crois l'autre en Slovaquie. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Bah oui, effectivement, tu peux avoir, enfin c'est logique hein, qu'il y ait des règles au niveau de l'UEFA à ce niveau-là, mais tu as des risques effectivement de conflit d'intérêts quand tu as un même propriétaire qui a deux clubs engagés dans des coupes d'Europe, voire même dans la même coupe d'Europe. Il y avait eu d'ailleurs, je crois que Vincent pourra peut-être nous le dire mieux, mais il y avait eu, je crois, des arrangements qui avaient dû être faits à l'époque où Toulouse était monté en Coupe d'Europe par rapport à Milan, ou des mouvements de choses comme ça. Donc voilà, bon après nous, si on a ce problème-là un jour, ça veut dire que on aura été qualifié en Coupe d'Europe, donc déjà ce sera pas mal. Ça voudrait dire qu'ils ont fait du bon travail. Dernier exemple juste par rapport à ça, c'est Strasbourg aussi qui est un exemple assez criant. Strasbourg qui appartient à Bluco, donc à Chelsea. On l'a vu cette année, et surtout avec la grogne des supporters depuis la signature de Bluco, avec cette peur de perte d'identité. Strasbourg, c'est un club qui recrute beaucoup de jeunes joueurs, et on a vraiment l'impression que Strasbourg, ça sert de limite de centre de formation, de tremplin pour Chelsea. On fait jouer des jeunes joueurs, on les fait grimper, et puis dès qu'ils sont bankable, on les vend plus cher, etc. Moi, c'est quelque chose pareil qui me fait flipper. Je sais pas ce que t'en penses, toi, JC, à ce niveau-là. Mais le cas de Strasbourg, même s'ils ont fait une super saison l'année dernière, ils risquent de se faire piller tous leurs jeunes joueurs qui ont fait cette saison exceptionnelle. Strasbourg, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le rachat yo-yo, c'est-à-dire qu'il y aura une année et ils vont faire une Coupe d'Europe, et puis l'année suivante, ils vont faire partir les joueurs qui ont surperformé, qui vont repartir à Chelsea ou ça peut être vendu sur d'autres clubs, et puis ils vont jouer le maintien la saison suivante parce qu'il y aura aucun équilibre. Après, moi, ce rachat-là de Strasbourg, moi quelque part pour l'OAC, ça m'aurait convenu. En soi, on sait parce que Chelsea, il y a beaucoup, mais quand même énormément d'argent, et ce club-là n'aurait pas été racheté, peut-être que Strasbourg serait peut-être déjà redescendu en Ligue 2, parce que pareil, ils avaient aussi ces soucis financiers il y a quelques années. Mais non, c'est vrai que c'est un sujet, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de clubs maintenant qui sont dans ce système de rachat. Donc moi, j'avais pas forcément prêté attention qu'il y en avait autant, mais là, je pense qu'il faut on rentre. En fait, le football est rentré dans une nouvelle ère.
Le HAC fait partie, comme les autres clubs, de ce système de rachat où on est en co-multi-propriété et puis on est tous propriétaires des uns des autres et puis c'est pas forcément le foot qui nous passionne, qu'on a comment dire aimé nos premières générations, mais je pense que maintenant faut s'y fier un petit peu et ça va être comme ça à On l'avenir. va parler juste après du cas Blue Crow plus en détail évidemment. Vivian, tu voulais réagir sur ce que disait JC? Oui, de manière générale, la situation. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de crainte particulière par rapport à la multipropriété. On avisera en temps réel, en temps voulu, mais surtout, la peur de la multipropriété, c'est la conséquence directe du pourrissement du foot professionnel par l'argent. Mais multipropriété ou autre forme juridique de rachat, c'est que avec les problèmes de droits télé où on a promis des fortunes au club de Ligue 1 et des dirigeants qui n'ont pas forcément eu qui ont eu la mauvaise idée d'investir beaucoup d'argent dans des salaires de joueurs qui méritaient pas ces salaires-là et on a offert des 200 000, 300 000 euros par mois à des joueurs qui étaient somme toute moyens, mais de l'argent virtuel a été dépensé et cet argent en fait maintenant les clubs ne l'ont plus avec les crises de les droits télé et les clubs français se trouvent dans une situation financière extrêmement compliquée, surtout pour les clubs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, qui n'ont pas de revenus liés à la Coupe d'Europe. Et ces clubs-là se retrouvent coincés malheureusement. Hein, le HAC, Strasbourg, tous ces clubs ne rêvent que d'être rachetés par des sociétés de multipropriété ou d'autres formes juridiques, mais voilà, de retrouver un peu de respiration du point de vue financier, parce que à moyen terme, ces clubs-là risquent de disparaître, hein, tout simplement, hein, parce que voilà, malheureusement, c'est comme disait JC, on regrette un petit peu le foot de notre enfance. Moi, quand j'ai connu à l'époque de Jean-Pierre Hureau, quand on était en Ligue 1 et puis qu'on arrivait on faisait venir des joueurs qui étaient assez cotés dans le championnat, qu'on faisait venir Koznikou, qu'on faisait venir Caviglia, des mecs qui étaient nos idoles à l'époque et qui venaient pour j'imagine que les salaires de l'époque étaient bien moindres que maintenant, mais l'argent a tout pourri. C'est triste à dire et là on paye les pots cassés de tout ça. Merci beaucoup Vivien. On a fait rentrer les deux Clément. Alors Clément Speysac, bonsoir Clément. Bonsoir Guillaume Speysac, ça va? Ça va et toi? C'est un peu chaud mais ça va. Ouais, tu voulais nous donner ton avis sur je voudrais avoir ton avis sur la multipropriété plus globalement, puisque au début de l'émission j'ai posé la question au gars, je voulais avoir ton avis et après on interrogera Clément le sage. Mon avis c'est que j'ai pas trop d'avis. Voilà. Merci Clément, bonne soirée. non mais tu as le droit, il y a pas de souci, au contraire. Après, je partage pas forcément les craintes de ceux qui disent c'est fini pour le HAC, vous verrez dans 2-3 ans. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup sur les réseaux qui disent ça. Pas forcément des supporters du HAC, mais de supporters d'autres clubs. Ouais. C'est vrai que c'est un peu comme pour les chasseurs, t'as la bonne et la mauvaise multipropriété, quoi. C'est vrai que nous on a on va y venir. On a quand même l'exemple. En plus, ça tombe mal. C'est racheté en même temps que Textor qui fait banqueroute avec Lyon. Donc c'est vrai que l'exemple est pas terrible. Après, honnêtement, moi je me dis de toute manière, t'avais pas forcément le choix parce que Volpe voulait plus investir dans le club. On allait forcément droit dans le mur. On pouvait pas. On a fait l'exploit pendant 2 saisons sportivement, mais au bout d'un moment, si tu remets pas un peu d'argent dans ton effectif, c'est sûr qu'au bout d'un moment tu vas redescendre en Ligue 2. Donc de toute manière, je pense que si on n'avait rien fait, si Volpe avait continué comme ça en étant ric-rac financièrement, c'était pas viable. Donc que ça soit de toute manière, moi, comme disait Vivien, à moins que tu aies un mécène à vrai multimillionnaire qui se dévoile, je me faisais pas forcément d'illusions. Les groupes, c'est ce qu'ils sont. De toute façon, que ce soit au foot ou même dans au niveau de la société, là, il y a pas mal de groupes qui rachètent des structures. Donc voilà, c'est dans l'air du temps. Donc moi, de toute façon, je demande à voir et puis ils sont tous en train de gueuler si ça t'appelle. Ça marche. Merci Clément. Bonsoir Clément. Deuxième, Clément Le Sage. Comment tu vas? Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Tu voulais réagir toi aussi sur
sur la situation, peut-être apporter des informations complémentaires, peut-être que Ouais, tu veux. j'ai demandé maintenant parce que j'ai pas trop de temps ce soir, donc Ah, essayé de donner un peu merci, d'infos merci maintenant. beaucoup, merci beaucoup. Non, la première chose pour parler multipropriété. Je pense qu'il faut pas cracher sur l'avenir. Voilà, le hack est arrivé à un moment où il y avait besoin de d'investir à nouveau. Les offres n'étaient pas légion, donc à un moment donné, c'était soit ça, soit rien. Et on sait qu'en France, la multipropriété fait peur, parce qu'on a eu des exemples un peu cata comme à Lyon. Mais en plus, il y a le fait que ce soit américain. Et ça, on peut avoir l'exemple que ça soit mal passé à Bordeaux. Donc le fait qu'il y ait multipropriété américaine, ça fait grincer beaucoup de dents. Maintenant, je pense que voilà, il y a un mercato à faire. On connaît pas trop les contours, on sait même pas combien ont été posés pour acheter le club, on sait pas combien de parts ont été rachetées. Tout reste un peu flou pour le moment. Donc, je pense que c'est pas le moment d'avoir peur. Moi, je suis plutôt, pour être honnête, excité parce que voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le club. Peut-être davantage de moyens, même si ce sera pas des millions et des millions, mais il y aura davantage de moyens que la saison prochaine, que la saison dernière. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans multipropriété, pardon, il y a plusieurs formes. C'est-à-dire qu'on a la forme avec Strasbourg et Chelsea où c'est très vertical. On a la même avec Lorient où il y a Bournemouth au-dessus. Mais dans celle du hack, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est plutôt une multipropriété horizontale, donc ça m'intrigue aussi. On peut avoir le même cas à Lyon, Botafogo, mais ce sont des clubs qui jouent le haut de tableau. Là, peut avoir l'impression que ça puisse tirer des clubs vers le haut. Voilà, Le Havre, Leganés, pourquoi pas Monza dans quelques mois. C'est des clubs de plus petite taille, donc j'avoue que je suis assez, comment Curieux, dire, curieux. curieux, ouais, c'est ça, curieux. Pour venir à Leganés, j'ai échangé avec pas mal de supporters ces derniers temps, et même eux ne savent pas trop ce que ça va donner. Voilà, jusqu'ici, Leganés, c'était le club phare. Parce que, à part un club au Mexique, un club à Dubaï et le club tchèque qui n'avait même pas le stade pour avoir Hmm. accès à la professionnalisation, c'est pour ça que la multipropriété s'est arrêtée. Voilà, Leganés, c'était le gros club de la multipropriété. Maintenant, voilà, il y a le hack, donc même eux se demandent qu'est-ce qui va se passer en fait. Donc c'est assez drôle tout ce flou artistique là. On a hâte d'en savoir plus en tout cas, effectivement. Merci beaucoup Clément. Ouais, ce que je peux rajouter aussi, c'est que il y a la DNCG qui n'a toujours pas Ouais, rendu son. t'as pas d'infos par rapport à ça? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je crois qu'au club, on ne sait pas trop non plus quand est-ce que ça va tomber. On était persuadé que ça tomberait vendredi, donc à partir du moment où ça va tomber vendredi, voilà. Sachant que, par exemple, Lyon, qui n'a toujours pas reçu sa lettre que la durée d'appel commence, donc il y a un peu de retard visiblement un peu partout. Hmm. Ce que je peux dire, c'est que enfin, j'ai eu des échos comme ça, je sais pas ce que ça vaut, que le hack espérait que, avec la vente qui soit actée, peut-être que l'interdiction de recrutement tomberait. Il y aurait que un encadrement de la masse salariale, donc à voir ce que ça donne. Wait and see, ça nous donnerait un peu une idée de l'argent investi dès le départ dans le club en tout cas. C'est ça. Et dernière chose, le modèle de la multipropriété faite par Leganés, enfin par Blue Crow, c'est un modèle qui s'inscrit sur de la data, beaucoup de data. Hmm, hmm. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va fonctionner avec le staff de Mathieu Baudemer, Julien Maumont, qui a une manière de bosser bien particulière. Voilà. Comment va se passer la transition? Si ça va être en douceur, si on va leur dire de comment travailler, j'ai hâte de voir ça. Donc ouais, voilà, je suis pas pessimiste, je suis voilà curieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu teases mon conducteur Clément, c'est parfait ça. Merci. Voilà, Merci beaucoup en tout cas et merci d'être intervenu, de nous avoir accordé pas de souci, ton temps. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. bonne émission. Merci beaucoup Clément, à bientôt. Et je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure des cas, des mauvais cas, des échecs liés à la multipropriété. Il y a aussi des réussites. Il y a des cas où ça se passe bien, comme à Lorient ou à Toulouse. Justement, c'est pour ça que Vincent, tu es là pour nous parler de ton club, le TFC, qui appartient donc depuis 2020 au groupe Redbird. Décidément, on aime bien les oiseaux colorés dans la multipropriété.
qui possède le Milan AC et je crois qu'il y a des parts minoritaires également à Liverpool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Toulouse et comment ça se passe avec cette multipropriété? Alors, comment ça se passe? Actuellement, c'est un peu tendu. Mais ah Tu oui, étais ah le oui. point positif de la soirée. On t'écoute. Non, mais il y a du positif. Hein. Si on fait un flashback, ça fait 5 ans que Redbird a racheté Toulouse. Hein. S'il y a un supporter qui me dit que le rachat de Redbird est raté et que le TFC n'en a pas profité, c'est un menteur. Donc aujourd'hui, on peut tirer quand même beaucoup de choses positives de ce rachat. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de connexion entre le TFC et le Milan. Il n'y a pas de mouvement de joueurs ou de quoi que ce soit. Aucun. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses précédemment et beaucoup de choses très intéressantes. D'ailleurs, certains ont parlé de choses que je voulais aborder, mais c'est tant mieux. Euh, il y a vraiment deux types de multipropriétés. Ça, c'est une évidence. 3 fois sur 4, il y a toujours un club qui est une tête de gondole du projet. Le City Group, c'est City, etc., etc. Le Red Bull, c'est pareil, c'est Leipzig avec la finalité que l'on connaît tous. Mais aujourd'hui, on voit des modèles, et Clément l'a dit, où c'est très horizontal en fait, où il n'y a pas vraiment de tête de gondole, on va dire parlante, mais c'est vraiment plusieurs clubs qui sont les uns à côté des autres. Et je trouve que c'est un peu plus positif parce que les modèles City avec Troyes, Lommel et bien d'autres qui sont les pouponnières, moi je trouve ça inutile personnellement. Idem pour Strasbourg, je suis désolé, peut-être que les Strasbourgeois ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Il y a, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Mais peut-être que dans ce modèle-là que l'on voit aujourd'hui, ça peut être un peu plus intéressant sur les possibilités qu'auront les Havrais par la suite, hein, mais ça reste à définir parce que vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Ça marche beaucoup avec la data, on le sait. Euh, j'ai regardé un petit peu aussi les Ganes et ça m'a interpellé parce que je voulais quand même avoir certains éléments en main. J'ai regardé les 2 derniers mercatos de Leganés. Leganés, j'ai l'impression que c'est un petit peu le FC Metz en Espagne. C'est le spécialiste de l'ascenseur. Et je me suis rendu compte que sur les 2 précédents mercatos, ils n'ont pas investi d'argent en fait. Ils ont une balance des transferts qui est positive. Donc ça, moi, ça m'interroge. Moi, je me pose une question. Quand tu es dans un groupe, que tu es le plus gros club finalement, que tu vas de division 2 à division 1, c'est quoi ton projet au final? Si tu n'investis pas dans un championnat qui est quand même assez costaud, où tu sais que tu vas avoir beaucoup de concurrence et que tu vas devoir jouer le maintien, c'est quoi ton projet si tu n'investis pas un seul euro et que tu en gagnes sur le transfert? Moi, c'est ça la question. Quel est le but des investisseurs quand ils rachètent un club? Voilà. Moi j'aimerais que certaines personnes répondent, et je vais faire pareil là, pour Toulouse, hein, parce que Toulouse, aujourd'hui, on est arrivé à 5 ans. Alors, il y a beaucoup de feux verts qui sont allumés, on est d'accord. Mais aujourd'hui, par rapport au fait que Toulouse soit la 4e ville de France, on finit 10e, c'est bien. Mais après, il y a quoi après au final? On sait que Redbird nous a dit que le club devait être autosuffisant économiquement. OK. Donc déjà, il va falloir qu'il m'explique au niveau des calculs comment dans le football moderne, sans avoir un apport d'argent assez régulier chaque saison, comment est-ce que tu fais pour être autonome financièrement? Ça, j'aimerais le savoir. Donc, Co- c'est pour ça que c'est tendu. Comment ça se passe à Toulouse justement au niveau mercato? Quelle est l'enveloppe dépensée par exemple sur le dernier mercato? Il y a eu, je suis le foot français de loin, je m'intéresse vraiment principalement au WAC, mais est-ce que tu as une idée de ce qui a été alloué au transfert à Toulouse l'été dernier déjà? L'été dernier, on a acheté pour 7 millions. On a pris Charlie Cresswell, le central anglais. On a pris Mackenzie, le central américain. On a pris Djibril Sedibé, qui était libre. On a pris Joshua King, libre. Et on a pris Miyazac, le milieu en prêt, pour une saison. On a dépensé au total 7 millions. À Ouais, côté de ça, pardon. on a vendu pour 51 millions. Ah oui. Donc, on a une balance positive de 44 millions. Donc, moi, j'ai posé la question sur des spaces à des gens qui étaient proches du club. Je dis, mais comment ça se fait? Oui, mais les droits télé. Je dis, OK, je veux bien comprendre que les droits télé, ils baissent.
mais dans une certaine mesure, logiquement. Et je pense que Comolli, avant qu'il parte l'été dernier, il savait très bien ce qui allait se passer. Comolli, il a des défauts, mais il connaît très bien le foot et le milieu. Il savait pertinemment que l'histoire des droits télé, ça allait se casser la gueule. De toute façon, tout le monde le savait, sauf eux, finalement. Donc, on me dit 44 millions, ok. Donc, on va prendre une part, etc., pour les droits télé. Mais le reste, hein, qu'est-ce qu'on fait du reste aujourd'hui? On n'a pas de, on n'a pas de réponse. Donc, aujourd'hui, le TFC est arrivé en tournant. C'est-à-dire que Redbird ne veut plus investir dans le club, malgré les conférences de presse qu'ils ont fait récemment. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de directeur général, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Et il y a plus de départs que d'arrivées dans ce club, et surtout dans les bureaux. Donc, au bout d'un moment, on aimerait savoir quel est le véritable projet, sauf qu'on fait de la communication, on dit des choses, on essaie de rassurer les gens. Mais ça, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je veux des choses factuelles. Moi, j'ai envie de voir des actes, de la vérité, pas de la communication et du blabla. Donc aujourd'hui, c'est le TFC, c'est quelle est la suite? On a parlé de vente. Aujourd'hui, le TFC, avec les Redbird, on est à un plafond de verre. C'est-à-dire que si le TFC a envie de viser des places européennes, en toute humilité, c'est-à-dire de jouer la 7e, 6e place, tu ne peux plus fonctionner avec Redbird qui ne veut plus mettre au pot. Aujourd'hui, le foot mondial demande des investissements importants chaque année si tu veux exister sur le plan national et surtout européen. Donc, c'est un peu tendu, mais si on prend un peu de recul aujourd'hui, Redbird a fait énormément de bonnes choses, a remis le club sur les bons rails. Il y a 5 ans, on était la risée de France parce qu'on était des charlots sur le terrain avec une direction, c'était des peintres, on va dire les choses comme elles sont, et je vais rester poli. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut réellement pour le club? Donc, votre rachat, moi, je suis curieux, comme tout le monde l'a dit, vraiment, sincèrement. Qu'est-ce que va faire cet investisseur? Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table? Parce que si c'est pour faire de la data, mais des transferts gratuits, ça, c'est limite. L'équipe actuelle au sein du club, que ce soit Bodmer et tous les gens qui travaillent avec lui, ils ont fait du bon boulot. Parce que tu fais du travail, tu maintiens ton club alors que tu n'as rien dans les mains. Il faut quand même le souligner. Il y a des gens qui ont des budgets colossaux et qui font pas ça. Je vais rester poli. J'ai un club à côté de chez moi. Vous connaissez Montpellier, Ligue 2. Oui, complètement. Donc c'est bien d'avoir des salaires démesurés, mais au bout d'un moment, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est le crash. D'accord. Par rapport à l'avenir de Toulouse, t'es plutôt comment dire, pour la saison à venir, t'es un peu je vais pas dire pessimiste, mais tu attends une prise de parole, je suppose là. Je suis pas pessimiste. Moi, je suis dans l'attente de réponses, en fait. Tout le monde au sein du club a des questions sur le projet, sur les investissements qui vont être faits, sur les ambitions du propriétaire. Redbird, ils n'y connaissent rien au foot. On va être honnête. Ouais. Quand tu mets Zlatan Ibrahimovic décidé au Milan AC, c'est que vraiment tu ne comptes pas rien au foot. Voilà. Non, mais il faut quand même l'avouer. Bah Zlatan, oui. Il a plus d'ego que de finesse footballistique aujourd'hui. Il y a le feu au Milan AC. Voilà. Milan AC, ils se retrouvent, ils sont même pas européens. Ils étaient champions il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc aujourd'hui, au TFC, moi, je suis interrogatif. Moi, j'attends. Parce que les paroles, c'est bon, on les connaît, on n'est plus des enfants. Maintenant, je veux voir. Donc, pour l'instant, le mercato du TFC est un peu bloqué. On a signé un joueur. On a des départs. Mais il n'y a plus personne à la direction. Donc, qui fait les choix? Qui décide? Qui prend les initiatives? Mystère. Le timing du départ de Comolli, c'est pas le meilleur. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et c'est là qu'on voit les limites du système Comolli. C'est-à-dire de l'hyper-contrôle. Il n'y avait pas de directeur général. Enfin, il y avait un directeur général, il est parti, Olivier Jobert. Il n'a pas été remplacé. Comme on l'a dit, je vais le faire. Il y a sa femme qui est pas loin, etc., etc. Quand tu monopolises un petit peu toutes les arcanes et tous les organes décisionnels d'un club, quand tu pars, c'est le vide total. Donc, c'est ça le questionnement qu'il y a aujourd'hui à Toulouse.
On a confiance par rapport à ce processus de travail. Certains rigolaient au départ, la data, ouais, mais c'est que des chiffres. Maintenant, tout le monde ferme sa gueule. Il y a des ratés, hein, comme dans tous les clubs. Hein. Mm. Par contre, quand tu achètes des joueurs à 700, 800 000 euros, que derrière tu montes en Ligue 1, tu gagnes une Coupe de France, je pense que chacun met la parole en veilleuse. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé au hack avec depuis l'arrivée de Mathieu Bodmer. La data a pris une place très importante et on voit les résultats aujourd'hui. Et ça marche parce que t'as pas de moyens. Mais tu arrives quand même à te maintenir en Ligue 1. Chapeau, bravo. Mm. Super bien. Y en a qui n'arrivent pas à se maintenir avec des salaires à 300 000 euros. Enfin, à 200, on va dire. 210, 220. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de bon process, il n'y a pas de mauvais process. C'est juste une question de personnes que tu vas mettre à des postes qui vont être cruciaux et qui vont avoir des idées et surtout qui vont travailler en autonomie. Parce que ce qui manque aujourd'hui en France, c'est l'autonomie. Je vais développer un petit peu. Hein. Il y a trop de clubs qui sont dépendants des agents et des intermédiaires. Voilà. Il y en a qui travaillent pas. Il y a des clubs qui ne travaillent pas. On va pas me dire le contraire. J'ai des échos régulièrement sur des recruteurs avec qui je parle. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui te disent, moi, j'aime le club. Non, non. Toi, tu n'aimes pas le club. Tu aimes l'argent, tes intérêts, à travers ce que tu peux en retirer au club. C'est différent. Donc, il faudrait que les gens soient un peu honnêtes et se mettre au travail. Mais au moins, au Havre, on sait que ça travaille. Ouais, effectivement, et ça travaille plutôt bien quand même depuis 3 saisons. Thomas, tu voulais rebondir sur ce que disait Vincent? Ouais, parce que justement, je trouve que ça résonne bien la dernière intervention de Vincent. D'ailleurs, merci pour le point de situation sur Toulouse, parce que c'est vraiment un club qui, alors nous ressemble. On n'a pas les mêmes moyens quand même, mais qui a investi sur la data depuis quelques années, qui se retrouve dans une multipropriété. Donc, on commence à avoir pas mal de points communs de ce côté-là. Et c'est vrai qu'au Havre, on a la chance d'avoir un staff qui travaille bien, qui travaille très bien. Je pense que là, d'ailleurs. À mon avis, il doit avoir qu'une envie, c'est d'avoir la décision de la DNCG pour valider les premiers dossiers qui sont en attente. On en reparlera plus tard, mais on sait qu'il y a des trucs qui se bossent en coulisses, mais tant que tu sais pas, parce qu'officiellement, on sait pas si on est en Ligue 1 ou en Ligue 2 quand même, tant que la DNCG a pas validé. Mais voilà, mais après, effectivement, j'aime beaucoup la question de l'autonomie dont parle Vincent, parce que je pense que pour moi, ce sera vraiment un facteur capital du début, en tout cas, de l'aventure Blue Cross. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, parce qu'on sait que pour l'instant, normalement, Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer et une bonne partie du staff vont rester. Est-ce que tu leur donnes les coudées franches ou est-ce que tu leur imposes des directives? Est-ce que tu les laisses bosser comme ils ont toujours bossé avec peut-être un peu plus d'enveloppe budgétaire? Et dans ce cas-là, ça pourrait être un régal, hein, parce que je pense qu'on a tous envie de voir Mathieu Bodmer sur le marché des transferts avec un petit chèque. Ou est-ce que tu leur dis, bah non, nous, dans notre groupe, on travaille comme ça. Sur la data, on a des idées très arrêtées parce que, pour le coup, le patron, le boss de Blue Crow, il a des idées très arrêtées sur la data. Hein. Je sais pas si vous avez lu un petit peu les articles qui sont passés, mais notamment, il a commencé dans le baseball à une époque où la data explosait dans le baseball. D'ailleurs, il a réussi à offrir le championnat de baseball américain à un club qui avait très très peu de moyens, quelque chose qui peut nous intéresser. Mais du coup, voilà, la data dans le sport et dans l'économie du sport, il sait faire. Alors, est-ce que du coup, la data comme lui, il aime bien faire et comme Blue Crow aime bien faire, ça va correspondre à ce que nous, on fait au Havre? Est-ce qu'il va pas y avoir des frictions à ce niveau-là? Je pense que ça, pour le coup, ce sera vraiment... ça fera partie des signaux soit très positifs, soit très négatifs qu'on devrait avoir rapidement. C'est globalement, est-ce que l'autonomie dont parle Vincent, le fait de nous laisser travailler comme on sait faire, Blue Crow nous l'offre ou ils ont envie d'imposer leurs pattes? Si vous me permettez, on va du coup faire la bascule sur Blue Crow. Je vais essayer juste de faire la petite présentation de notre nouveau propriétaire. Blue Crow Sport a été créé en 2021, donc c'est vraiment tout récent, par Jeff Leno et Arvind Narayan. Son siège est à Houston, hein, ville où réside une partie de l'année Vincent Volpe, donc il doit y avoir des liens un peu plus faciles avec les deux. Blue Crow possède 5 clubs aujourd'hui. Alors Leganés en Espagne, on en a parlé, Cancun au Mexique, Vyškov en République tchèque et l'Elite Falcons à Dubaï et maintenant donc le Hack. À noter toutefois que Blue Cross s'est retiré quand même du club tchèque, hein, comme on disait tout à l'heure. Et Clément, je crois qu'il ne dispose pas d'un stade homologué pour le haut niveau et ils vont repartir en amateur cette saison. Et Blue Crow aussi, on l'a dit aussi tout à l'heure, a pour objectif de posséder d'ici à 2038 clubs de foot. Et là, ils sont a priori en négoce pour récupérer Monza en Italie, qui a fini dernier de Serie A et donc qui vient de descendre en Série B cette saison. Donc voilà, plutôt des clubs
de championnats dit mineurs, hormis évidemment nous et l'Italie, mais avec des clubs plutôt de bas de tableau ou de première division ou de haut de division 2. C'est assez peu commun effectivement par rapport aux autres cas de multipropriété, et ça laisse ça laisse curieux quoi, effectivement, par rapport aux ambitions et à la façon de bosser de ce groupe-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous Clément, déjà par rapport à l'historique de Blue Crow, par rapport au club qu'ils ont acheté. Est-ce que toi aussi t'es curieux de voir ce que ça va donner dans le fonctionnement en tout cas? Bah ouais, toujours. Après, ce que je vais voir, c'est surtout voir un petit peu comment Mathieu Bodmer va travailler avec un peu plus de moyens. Alors honnêtement, je pense pas qu'on va dépenser des milliers et des cents lors de ce premier mercato. C'est sûr que je pense qu'on va vraiment être plus confortable sur les salaires qu'on peut proposer aux joueurs. C'est vrai que là, bon, c'était un petit peu la misère. Et du coup, peut-être ambitionner d'avoir des joueurs libres de meilleur niveau. Mais après, c'est vrai que les transferts payants, à part peut-être 2 ou 3 millions d'euros maximum sur ce mercato-là, mais je pense pas qu'on ira faire plus que ça, quoi. Oui, ce qu'ils ont investi Vincent parlait tout à l'heure, ils avaient une balance positive sur les derniers transferts. Ils ont investi 3,8 millions d'euros en 2024-2025 sur les transferts du côté de l'Espagne à Leganés. Ouais, après, je pense qu'ils ont quand même pas bien payé en salaire, parce que il y a l'ancien de Barcelone dont le nom m'échappe là, qui joue là-bas, qui doit avoir un salaire relativement confortable. Je sais plus comment il s'appelle là. Un attaquant. Puis on a personne de Leganés là qui pourra t'aider là. Non, mais si, j'ai trouvé ça. Fais-nous une petite recherche. Mounir. Et lui, de souvenir, il a un salaire qui est relativement confortable avec Leganés. Donc, tu vois, ce genre de joueur, faut quand même si tu payes pas au niveau transfert, derrière, tu vas quand même le payer au niveau salaire. Donc, je pense que, en effet, ils ont peut-être pas investi forcément beaucoup au niveau de la balance, mais peut-être qu'au niveau de la masse salariale, tu vois, tu auras un peu plus d'investissement, quoi. Quelque chose d'intéressant qui pourrait nous réussir par rapport à ce nouvel investisseur, Vivien, c'est les joueurs en fin de contrat que nous avons actuellement. Il serait peut-être plus facile, il va peut-être être plus facile de renégocier des contrats avec eux maintenant qu'on a changé de propriété et qu'a priori on aurait plus de moyens. Oui, on n'est plus dans la même situation par rapport aux clubs qui souhaitent acquérir nos joueurs. C'est-à-dire que quand un club est en grosse difficulté, comme on l'était financièrement jusqu'à maintenant, les clubs intéressés par nos joueurs, ils étaient en situation confortable, ils n'avaient qu'à proposer des prix au rabais, et ils savaient que le HAC allait être obligé à un moment donné de céder, parce que on n'a pas le choix, c'était pour notre survie. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le mercato d'hiver. On a lâché plusieurs de nos pépites, de nos joueurs qui ont une vraie valeur sur le marché des transferts, et on les a cédés pour quelques millions d'euros. Je pense à Opéry. Je crois qu'il est parti pour 3 millions d'euros. Je pense que intrinsèquement, il valait peut-être un petit peu plus. Ngora aussi. Ngora qui est parti pour 1 million d'euros, je crois. Ouais, pas très cher aussi. Ouais. Alors qu'il est titulaire en équipe de France dans sa catégorie. Donc voilà, et là ça va changer beaucoup la donne, et on va être certainement aussi en capacité de proposer des renouvellements de contrats, des prolongations de contrats avec des salaires un peu plus confortables. Par exemple, Gauthier Loris, je pense que c'est un joueur que tous les supporters aimeraient conserver, parce qu'il est encore jeune, il a 29 ans, donc c'est quelqu'un qui peut faire encore pas mal de bonnes saisons à haut niveau, et ce joueur-là, si on a les reins un peu plus solides d'un point de vue financier, on peut peut-être le convaincre de rester 2-3 ans de plus, avec un CR cohérent par rapport à son niveau. Pareil pour Touré, pareil pour Keshta, tous ces joueurs-là qui nous ont porté la saison dernière, qui nous ont aidés à se maintenir et qu'on aimerait voir rester. Moi, la seule interrogation, il y en a peut-être un, c'est José Casimir qui est parti libre pour signer à Auxerre, et si ça se trouve, peut-être que s'il était resté au HAC, qu'il avait attendu la revente du club, peut-être qu'on lui aurait proposé un salaire plus conséquent que celui qu'il va avoir à Auxerre, parce que Auxerre, ils n'ont pas des gros moyens non plus. Hein. Ils font des recrutements peu onéreux.
Ils font des coups. Ouais, ils ont là, quand même des moyens, Vivien Auxerre. Ils en touchent plus que nous, je pense. Hein. Leur propriétaire chinois, je pense, a plus de Ah moyens. ouais, si. Je ouais, pense que mais j'avais vu un article dans l'équipe où il disait que l'objectif cette année, c'était pas de mettre des millions et des millions, hein. C'était de surtout faire confiance aux jeunes et puis de prendre plutôt prioritairement des joueurs libres ou en fin de contrat. Et peut-être que là où ils ont une marge, et peut-être que là, nous, on aura une marge cette saison, c'est de proposer des salaires qui soient dans les standards de la Ligue 1. Chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas été racheté par Blue Crow, parce que euh, euh, je crois que les prévisions étaient plutôt de diviser par deux le salaire moyen par rapport à la saison dernière. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait à propos de Casimir. Effectivement, c'est que le salaire aurait été divisé, effectivement. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, qui est peu. Vincent disait pour Toulouse, il y avait 7 millions d'euros d'investis sur le marché des transferts l'année dernière. Pas besoin de mettre beaucoup plus. Hein. Enfin, les bonnes affaires. On a une équipe compétente. On a un directeur sportif compétent avec une équipe autour de lui qui bosse bien. Il n'y a pas besoin de mettre l'argent il suffit juste de proposer des salaires cohérents avec le marché, avec la Ligue 1, et on peut attirer des très bons joueurs qui pourront nous aider à nous maintenir. Ça, j'en suis sûr. Justement, en parlant d'équipes qui fonctionnent bien, JC, on l'a dit tout à l'heure, Thomas l'a dit tout à l'heure que Blue Crow était issu du baseball et que la data c'était vraiment, permettez-moi, leur dada. C'est vraiment comment dire, c'est l'investisseur idéal, on va dire, avec l'équipe qu'on a en place, qui travaille aussi avec la data. Le mariage peut être intéressant entre les deux. Bah oui, disons que la data, ça nous parle, ça parle beaucoup à Bodmer et Julien Maumont. Je pense qu'il va y avoir des échanges de bons procédés pour Blue Crow, enfin pour le groupe Blue Crow, parce que effectivement ils nous rachètent nous, mais eux ils ont une vision un peu plus large que la nôtre avec les Ganes et puis le club mexicain, enfin, et puis peut-être d'autres clubs, hein, parce que j'ai vu un article où ils avaient pour projet d'arriver à 7-8 clubs, donc ça va continuer à la famille va entre guillemets continuer à s'agrandir, mais effectivement la data ça va être un sujet qui va être central. Et donc, à voir comment ça va se mettre en place. Est-ce que ce sera à Julien Maumont de peut-être se plier un peu plus à ce que souhaite Blue Crow ou inversement, hein, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà, on verra comment ça va se mettre en place, en espérant que ça se fasse en douceur et que c'est plutôt Blue Crow qui soit en attente de notre façon de faire au hack sur ce sujet-là de la data. Ouais, peut-être qu'ils pourraient apporter aussi des nouveaux outils propres à ce qu'ils avaient au baseball et qu'ils ont importé donc à Leganés et dans leurs autres clubs. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant de voir tout ça. On disait aussi tout à l'heure, le but d'une multipropriété, c'est évidemment aussi des échanges de joueurs entre les clubs. Est-ce que vous pensez que le hack a y gagné à récupérer des joueurs de championnat dits mineurs? Clément, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que on a un intérêt à aller regarder du côté de la République tchèque ou bon, Dubaï, je fais l'impasse, mais ou de Leganés, par exemple? Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous? Les Ganes, déjà, je pense pas que les salaires, on peut pas s'aligner sur les salaires. Ça commence bien. Bah non, c'est une réalité. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je serais très surpris s'il y avait un gars de Leganés qui viendrait. Hein. Après, bon, c'est en Mexique, Cancun. Bon, après, c'est un club en développement, donc pour l'instant, il n'y a pas forcément. En tout cas, je connais pas forcément l'équipe de Cancun, mais je doute qu'il y ait des joueurs qui aient pour l'instant le niveau Ligue 1. Après, je sais pas si ce qu'on a omis de dire aussi, mais c'est que les gars. Les Américains, ils viennent pas forcément par philanthropie au hack. Hein. Faut pas oublier que tous ces grands groupes américains, que ce soit dans le sport ou autre, leur but numéro 1, c'est de faire du pognon. Donc, c'est pas non faut. Il y a aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est développer le club pour après soit le revendre à plus gros qu'eux, ou soit essayer d'en tirer un maximum par les transferts, et trucs comme ça. Quoi. Complètement. Thomas, toi, tu as un avis par rapport à tout ça, par rapport à ces futurs échanges entre les différents clubs? Est-ce que tu penses que on va rentrer là-dedans ou est-ce que chaque club va rester vraiment dans sa petite bulle et pas forcément aller piocher à droite à gauche en Espagne, en Italie pour récupérer des joueurs?
Moi, j'ai un avis de vieux con qui ronchonne, alors je sais pas si ça t'intéresse. Tout m'intéresse, même les vieux cons qui ronchonnent. On a déjà une pépinière de talent, ça s'appelle la cavée verte. Je veux dire, aller chercher un mec de D2 mexicaine pour le valoriser, alors que la formation, c'est notre ADN, je vois pas bien l'intérêt, non. Donc, je suis pas sûr qu'on ait un énorme intérêt à faire ça. Peut-être éventuellement des gars de Leganés, et encore, comme disait Clément, je suis pas sûr que niveau salaire, on s'aligne. Donc non, moi honnêtement, je pense que on a beaucoup plus de risques de se faire piller si un jour il y a un plus gros club dans la famille que l'inverse. Mais non, notre pépinière de talent, on l'a déjà, elle existe déjà, elle fonctionne très bien. Je vois pas bien l'intérêt d'aller chercher un mec en D2 Dubaï ou D2 mexicaine pour essayer de le mettre sur le terrain en Ligue 1. On sait les former, nos joueurs. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. À l'inverse, effectivement, le risque, c'est de se faire piquer nos pépites, justement, par des futurs plus gros clubs, puisque, d'après ce que j'avais lu, ils ambitionnaient aussi de peut-être d'arriver en Angleterre à un moment. Donc, c'est là où peut-être que le système changera. Enfin, en tout cas, on n'est que sur des supputations. Malheureusement, vu qu'on n'a pas plus d'informations, qu'il n'y a toujours pas eu de réaction, enfin, en tout cas, de décision de la DNCG, toujours pas de conférence de presse de prévu des nouveaux propriétaires, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans le flou, on suppute, donc c'est vrai que c'est pas évident de se faire une idée, mais bon voilà, on avait envie de faire ce space pour discuter de tout ça avec vous, donc voilà, c'était intéressant. Après, si tu me permets d'ajouter, mais tu peux te permettre, tu es chez toi ici. J'allais dire un truc qui n'a rien à voir et en même temps un petit peu quand même. Sur la question de la data dans le baseball, il y a un très très bon film qui est déjà il y a déjà quelques années, mais que je vous conseille, qui justement expliquait les débuts du phénomène. Hein. C'était ouais, c'est Moneyball en anglais. Je crois que ça s'appelle Le Stratège en français, mais moi je l'avais vu en anglais à l'époque. Qui est excellent, qui explique bien justement d'où ça vient, qu'à la base, effectivement, c'était des clubs sans le sou qui avaient lancé des analyses extrêmement poussées de data pour essayer de rivaliser comme ils pouvaient. En plus, t'as un très bon casting, hein, parce que t'as Brad Pitt et Jonah Hill dedans. Le film est scénarisé par Aaron Sorkin, qui est un excellent scénariste. Enfin bref, si vous avez envie d'avoir un petit peu une idée, alors je dis pas que ça va forcément s'appliquer concrètement au WAC, mais de voir ce que c'était que la révolution de data dans le baseball, il y a un très bon film qui existe, qui est franchement très sympa à regarder. Ça peut donner des pistes de réflexion en tout cas. Il y avait quelqu'un qui voulait réagir, je crois. Vincent, je sais pas. Non, c'est toi, Vivien? Oui, c'est moi qui voulais intervenir. Bon, par rapport à ce que disait ce que disaient les intervenants depuis tout à l'heure, c'est que Clément et Thomas disaient qu'on avait, nous, le HAC, pas forcément à apprendre des autres clubs parce qu'on était effectivement l'AKV, c'est un des meilleurs clubs formateurs de France. On est 6e au dernier classement, je crois. Mais je trouve quand même intéressant. On a toujours à apprendre des autres parce que si on veut, quel que soit le métier, quel que soit le domaine d'activité, quand on veut progresser, il faut toujours s'inspirer de ce qui est fait ailleurs. Faut pas non plus se croire plus beau qu'on ne l'est. Je pense qu'on a des choses à apprendre de Leganés. On a peut-être aussi des choses à apprendre d'autres clubs de la galaxie, peut-être dans le futur de Monza, des choses qui font très bien en termes pas uniquement de formation, mais aussi en termes d'organisation, de management, en termes de marketing. Je pense qu'il y a des synergies à mettre en place au niveau de tous ces clubs, peut-être des échanges de bons procédés qui pourraient nous être utiles, des choses à rationaliser aussi peut-être dans le niveau de l'organisation du club, des coûts qui pourraient baisser peut-être en mutualisant certaines choses. Je sais pas, j'imagine que le projet Boukro, il n'est pas uniquement sur la partie effectif professionnel formation, il est aussi de manière plus large sur l'organisation générale du club, comment optimiser son organisation, comment faire en sorte d'être plus efficient, plus efficace. Donc voilà, je pense que la problématique est plus large. Et comme disait Vincent tout à l'heure et Clément, si on est sur ce qui semble être une organisation horizontale et pas une organisation verticale, c'est-à-dire avec des clubs d'un niveau équivalent qui sont les uns à côté des autres pour s'entraider, moi je trouve que la démarche est quand même plutôt bonne. On nous aurait proposé une multipropriété avec un club dominant qui effectivement utilise les clubs qui sont en dessous pour ponctionner des joueurs, ponctionner des choses. Voilà, ça m'aurait pas plu du tout. Mais là, le profil qui semble avoir été adopté, c'est plutôt celui-ci. Donc, on aura toujours confirmation dans un futur proche, parce que là, on suppute beaucoup. Mais voilà, moi, ça me plaît pas mal ce mode d'organisation. Voilà.
Personne n'a idée que, on n'en a pas parlé, mais que le HAC, par exemple, deviendrait le club principal, la maison mère d'un groupe comme les City, Chelsea. Ça en prend pas le chemin, en tout cas. Enfin, Ouais, je sais pas ce pourquoi que vous pas. en pensez. Enfin, Ouais. Mais j'aimerais pas, moi, personnellement, que ce soit le cas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne veuille pas être le club qui se fait piller. Il n'y a pas de raison que nous, on souhaite devenir le club qui pille les autres clubs. Enfin, Hmm. c'est pas cohérent. Si on veut un mode de fonctionnement qui soit juste, il faudrait que tout le monde soit au même niveau, quoi. Donc, mais oui, la question peut se poser effectivement. On peut imaginer que, comme le HAC était la seule équipe, le seul club de la galaxie Blue Crow à être en Ligue 1, à être en première division, peut-être. Hmm. C'est possible. Dans tous les cas, ça on en saura plus, j'espère, d'ici quelques jours, en espérant que la DNCG se réveille demain, parce que ça fait un moment qu'on attend quand même. Guillaume, Voilà. Oui, une question, ça prend en compte aussi la oui. section féminine, je suppose. Tout est ensemble. Là, on sait pas parce que la section féminine était à vendre et a priori ils avaient trouvé un repreneur local et a priori ça se fera pas question de moyens, il me semble. Je sais pas si vous pouvez confirmer les gars. Donc on ne sait pas si Blue Crow reprend les deux. Ça, je ne sais pas. Il me semble que oui. Bah, pour la section féminine, le dernier délai pour la vente qui avait été annoncé, c'était aujourd'hui. Donc, a priori, c'est que ça s'est pas fait. Ou alors ils les ont rachetés. Alors, c'était racheté par Blue Crow dans le package, ouais. Ouais, c'est possible. Effectivement, la section féminine est quand Ça même. m'intéresse. Ouais, complètement. C'est bien d'avoir posé la question. Effectivement, la section féminine qui se maintient encore une nouvelle fois en première division, donc c'est important d'y mettre les moyens également pour qu'elle continue. Ouais. J'ai une joueuse qui se travaille et qui va signer chez vous, donc ça m'intéresse au plus haut point. Tu veux nous donner le nom? Non, Non, tant que c'est pas annoncé, mais ça a été finalisé en début de semaine. D'accord. Donc, ça serait annoncé, je pense, semaine prochaine. Voilà, vu qu'on est sur les fins de mois de juin et que les contrats sont terminés partout, je pense que ça va être annoncé très prochainement. Ouais, je pense que tout va s'enchaîner de toute façon avec la réponse de la DNCG, etc., conférence de presse sur le rachat, etc. Je pense que ça arrivera dans la foulée. Hein. On a énormément d'annonces qui devraient arriver, je pense. Ça marche. Et ben voilà. Et puis on a fini cette partie sur la multipropriété. Je sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient réagir, intervenir. Les gars, pareil, s'il y a des questions en coulisses, je vais dire dans les messages, n'hésitez pas à les faire remonter. Mais sinon, on va basculer tranquillement sur ce qui intéresse nos compères, non, les gars d'InfoHack sur Facebook, les rumeurs transferts. Même sinon, on va pas s'amuser à décrypter tous les noms qui circulent, mais le premier poste en tout cas qui sera à combler, c'est celui de gardien, puisque les deux gardiens du HAC des dernières saisons, Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, sont partis ou en partance. D'ailleurs, Vincent, je sais pas si tu peux nous confirmer que Mathieu Gorgelin irait à Toulouse a priori. J'ai vu la rumeur. Est-ce qu'elle est vraie? J'en sais rien. Je suis assez surpris parce que avant tout recrutement, il faudrait que Guillaume reste s'en aille. Bon, on sait que c'est un petit peu le vœu de chacun, que ce soit à Toulouse ou son agent ou même Guillaume reste de changer de club. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est une connerie monumentale. Ça n'engage que moi. Outre Guillaume Rest, on a quand même dans l'effectif Kjetil Hogg, norvégien. On a Alex Dominguez qui va revenir d'un prêt en Espagne qui n'a pas marché. Et on a deux jeunes du centre, dont un qui s'appelle Niflor, et sur lequel le club fonde beaucoup d'espoir pour la suite. Donc, je vois pas le club empiler, à moins qu'ils aient des garanties de départ. Mais oui, j'ai vu que Georgelin était sur en rumeur, potentiellement au TFC. Donc, je suis un peu surpris, mais j'attends de voir la suite. Ouais, je trouve que c'est Benoît Donquel dans Paris Normandie qui parlait de l'intérêt en tout cas, l'intérêt commun, je ne sais pas, mais en tout cas de la possible venue de Mathieu Gorgelin à Toulouse cet été. Dans tous les cas, effectivement, le HAC est à la recherche de deux gardiens, puisque
Après, Paul Arnier est toujours est forcément juste encore pour de la Ligue 1 et pour un poste de titulaire. Les premières rumeurs envoyées du côté de la Porte Océane, le gardien des Clermont, Moridio, et celui de Amiens, Régis Gürtner. Bon, a priori, Gürtner va signer à Lens, donc ça nous laisse plus qu'une piste pour Moridio. Thomas, qu'est-ce que tu penses toi du gardien de Clermont? Est-ce que ça serait une bonne recrue pour nous? Ah bah moi je signe dès demain, il y a pas de problème. Hein. Moridio, je prends tous les jours, même si là il traverse un peu un désert depuis 2 saisons. La première saison de Clermont, après le remonté là où il termine 8e, il était dans les tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Après voilà, il s'est embrouillé au moment de la descente parce que lui voulait signer pour rester en Ligue 1, ce qui pouvait se comprendre. Il sortait de 2 saisons pleines avec Clermont. Et puis du coup il est placardisé. Je crois qu'il a pas joué un seul match la saison dernière. Il a été prêté du côté de Rodez cette saison, donc voilà, bon, il est un petit peu dans le dur. Mais bon, s'il y a bien un truc qu'on sait faire, nous, c'est relancer des joueurs qui sont dans le dur. Donc sur le profil, ouais, moi je signe dès demain pour Moridio, il y a pas de problème. Ouais, nous pareil. Enfin, Clément, je sais pas ce que tu penses de Moridio. On a CC qui est lui qui aimait pas du tout le profil du joueur. Toi, j'aimerais avoir aussi ta position sur Moridio. Ouais, bah je pense que c'est un bon gardien qui a pas eu de chance en descendant avec Clermont. Il a eu du mal à retrouver un club, alors que pourtant, il a prouvé qu'il avait du talent en Ligue 1. Bon, il commence quand même à être un peu vieux, je crois que 32 ans, c'est ça qu'il va avoir. Donc pour lui, il est temps de passer un step, et si on peut l'avoir libre, c'est tout bénef pour lui et pour nous. J'avais juste une question à Vincent. Ton Niflor, là, c'est le fils de Wilfried Niflor? Exactement. Ah, oui. Ok, d'accord. Oui. Et pour être un peu plus complet, même si ça vous concerne pas, j'ai eu les échos sur le club qui faisaient penser qu'il tenterait le même coup qu'avec Guillaume Arest. C'est-à-dire de le faire passer de la N3 à titulaire en Ligue 1. Donc, je sais pas si c'est toujours d'actualité vu que comme on est parti, mais c'était dans les tuyaux. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même de gros espoirs sur lui. Mais c'est quand même un poste très particulier. Hein. C'est un peu à pile ou face d'envoyer un jeune gardien sur un titulaire en Ligue 1. On l'a vu avec des joueurs comme Lafont à Toulouse, qui derrière s'est craché plusieurs fois. Et Moridio, si je peux me donner mon avis, je suis Bien sûr. plutôt sceptique. Sceptique. Ouais, je sais pas. Je suis pas vraiment emballé. Qu'est-ce qui te fait douter? J'ai plutôt l'impression qu'il est sur une phase descendante dans ses performances, dans sa carrière. Ouais. Je trouve ça surprenant de se pencher sur un gardien qui en Ligue 2 n'a pas non plus montré beaucoup de sécurité. Surtout que quand on voit les promus qu'il y a cette saison en Ligue 1, tu sais que la Ligue 1 va être, pour ceux qui vont jouer le maintien, un peu plus compliqué que la saison dernière. J'ai l'impression. Et j'aurais tendance à me pencher sur un gardien avec un peu plus d'assurance, de certitude, entre guillemets, mais j'ai pas de nom sous la main. Tu aurais pris qui, toi? Tu sais pas, un joueur libre, un bon gardien libre pour le Havre, tu aurais choisi qui? Un gardien libre, si salarialement tu peux. J'en avais listé un pour le TFC, mais que je n'ai pas gardé en raison de son âge. Il a 27 ans, il s'appelle Jedlika, il était à Flechen. Il est international, il est libre. Il est quoi? Il est polonais? Tchèque. Ah ouais. Je connais pas. International tchèque. D'accord. Jedlika, donc je serais. Bon, ça n'engage que moi avec mes idées data à droite à gauche, donc pas réaliste, on va être honnête. Mais c'est un gardien qui a quand même une grosse expérience, qui est régulier et qui est international. Donc, si tu veux, c'est un truc qui me parlerait, moi, de mon côté, en tout cas. Ok. Il y a pas Toulouse, il y a pas Montpellier qui se sépare de leur gardien, il me semble. Je le compte. Non, Dimitri Berthaud, il est pas gardien là-bas? Ah oui, mais si, mais il est remplaçant, tu peux le mettre titulaire, lui. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut. De toute façon, les gardiens, ça va être la foire d'empoigne cet été, hein, parce que ça bouge dans quasiment tous les clubs. Ligue 1, Ligue 2, donc il va y avoir un sacré marché des gardiens. Tu vois, de nous, les gens en cherchent 2. Metz, pareil, ils montent, mais ils ont perdu Baudard et ils perdent Okidja, donc ils vont en chercher 2. Enfin, t'as beaucoup de clubs qui vont être très actifs sur le marché des gardiens. Eh ben, on a hâte de voir ça. Vivien, tu voulais réagir ou Thomas? J'ai vu une main se lever tout à l'heure, excusez-moi. Oui, c'est pour dire que ça va être très actif sur le marché des gardiens. Merci Thomas. Mon Dieu, c'est la chaleur, on va dire ça. En tout cas, ouais, voilà, c'est vraiment un chantier. On s'attendait pas forcément à avoir du travail en termes de gardien, parce que
enfin moi je partais sur un maintien de Mathieu Gorgin, mais bon voilà, c'est comme ça. JC, tu voulais rebondir. Est-ce que tu voulais dire aussi que ça allait être le bazar au niveau des gardiens, toi, ou tu voulais dire autre chose? Non, bah, c'est juste pour par rapport à Moredio. Enfin, pour moi, il est vraiment Digard compatible dans le sens où il a quand même un excellent jeu au pied. Il sait relancer court, il sait relancer long, et je pense il a été choisi, c'est principalement pour ça. Donc après, je suis pas un expert en gardien, je suis pas comme CSC, mais voilà, c'est vraiment le jeu au pied qui fait qu'on va par rapport à un Gorgelin par exemple, et encore plus sur un Desmas, on va avoir une vraie différence. Voilà. Après, s'il a été choisi, parce que c'est une info l'équipe. Donc, Oui, Ah oui, bah bien après, sûr, mais on de toute est- façon, c'est la rumeur quoi. on nous promettait Gertner Roak, finalement il va à Lens. c'est le space de la supputation de toute façon. On ne fait que on commande des suppositions, etc. C'est pas évident, mais c'était quand même important de faire le point. Autre recrue potentielle, le Hack serait intéressé, j'emploie bien le conditionnel parce qu'il y a absolument aucune info comme toujours on l'a dit. Par Félix Mambimbi, ailier gauche suisse de 24 ans qui évolue à Saint-Gall. Je dis aussi évoluait parce que le club suisse a annoncé son départ il y a peu. Tu vois ce type de profil chez nous, Clément, peut-être en remplacement de Josué Casimir? Je le connais pas. Tout ce que je veux dire, c'est que le niveau de Saint-Gall, c'est pas exceptionnel. C'est club milieu de tableau suisse, voire fin de tableau. Après, c'est pas un joueur que je connais, que j'ai jamais vu jouer, donc je m'abstiendrai sur tout jugement par rapport à lui. Donc s'il vient, j'ai du mal à le voir titulaire directement, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y a des joueurs suisses qui ont montré qu'ils pouvaient jouer titulaire dans un club français, donc à voir. Vincent, tu le connais, toi, Félix Mambimbi? Pas en détail, je n'avais entendu du bien, mais quand j'ai vu le nom sortir, ça m'avait fait tilt. Euh, un peu comme Clément, je l'ai pas vu jouer, donc c'est inutile pour moi d'en parler plus en détail. Mais pourquoi pas, tu sais, parfois tu vas chercher des joueurs dans des championnats ou dans des équipes où tu te dis, mais d'où ça vient? Et finalement, ça réussit. Et des fois, tu vas chercher des joueurs confirmés et ça réussit pas. Donc, c'est un peu tout ou rien. Hmm. Mais pourquoi pas, pour être très honnête avec vous, j'avais contacté Mohamed El Karaz il y a 6-8 mois de ça, parce que j'avais des infos d'un agent qui était erroné. Donc, j'en ai fait part à Monsieur El Karaz, qui a eu la gentillesse de me rappeler. C'est rare, hein. Donc il faut quand même le souligner que des gens du foot prennent du temps pour vous quand vous n'êtes personne. Donc merci à lui. Et on a pu discuter quelques minutes. Il m'a dit non, non, les infos que tu as sont pas bonnes. On travaille avec Stasbomb, on a je crois, 80 ou 100 championnats en data. Donc il m'avait dit ouais, on est déjà sur le mercato de l'été prochain. Donc voilà, c'était un petit peu la parenthèse parce que je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens qui se mettent à votre niveau. Ils sont pas obligés de le faire. Ils vous donnent du temps et ils expliquent un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils ont en tête. Donc, merci pour cette mentalité parce que ça manque cruellement actuellement des gens comme ça, ouverts et humains. Donc, raison de plus pour moi pour dire que j'espère que ça va marcher pour vous parce que quand vous avez des mecs comme Momon, Bodmer et Elkaraz qui transpirent le football mais aussi la simplicité, moi, ces gens-là, j'ai envie qu'ils réussissent. Mais on fait le parallèle aussi avec Mathieu Bodmer. T'as aucun club en France ou ailleurs où le directeur sportif viendra passer 2 heures avec des supporters comme nous, des gens qui sommes rien, comme tu le dis, et à discuter de la saison, à répondre à nos questions, etc. C'est vrai qu'on a un club à part et on a de la chance d'avoir ces gens-là à la tête du club, je trouve. Tout à fait. Mm. Et surtout que les clubs, en général, ils n'aiment pas les spaces parce que c'est une chose qu'ils ne contrôlent pas, sur laquelle ils ont aucune possibilité d'interagir. Et il y a personne qui le fait. Il y a des directeurs sportifs qui parlent pas de l'année. On les voit pas, on sait pas qui sont réellement. Et là, je trouve cette ouverture qui est hyper louable, surtout dans un foot qui se ferme de plus en plus. Donc, bravo à lui pour cette intelligence. Mais bon, ça, on le savait déjà qu'il était intelligent. On le savait sur le terrain, mais on le sait encore plus dans les bureaux. Et bravo, et franchement, que ça continue comme ça parce que ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Ben, je profite que tu parles aussi des autres spaces. Faut savoir que nous, on est totalement indépendants. On dit ce qu'on veut à n'importe qui, sur qui on veut. On n'a jamais de retour du club ou quoi que ce soit.
Euh, en tout cas, Jérély est déjà venu. Je sais qu'il apprécie l'émission. Voilà, Mathieu aussi apprécie l'émission puisqu'il revient chaque saison. Mais voilà, on a une liberté totale et on n'a jamais de retour du hack, en tout cas négatif, sur ce qu'on peut dire ou sur tel ou tel joueur ou quoi que ce soit. On est totalement libre et ça, franchement, c'est vraiment cool. Donc, mais on sait que derrière ils soutiennent parce qu'on est un média, voilà. Enfin, ils nous considèrent comme un média puisqu'on a eu la chance d'aller au Stade d'Océane l'année dernière et ils nous ont ouvert les portes comme si on était l'équipe ou je sais pas quoi. Et franchement, voilà, franchement c'est chouette et voilà. Je suis content de cette aventure en tout cas là qui va repartir pour une 4e saison. En tout cas, je voulais en profiter pour remercier tout le monde. Et d'une manière générale, je pense aussi que c'est lié au fait que la communauté des supporters chez les Marines est bienveillante. Enfin, on a la chance d'être dans un club où on peut avoir des petits moments de mécontentement, de friction, comme on a pu avoir avec Didier Digard la saison dernière, mais ça reste quand même globalement des choses assez pas très graves par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres clubs. On a la chance d'avoir des groupes de supporters qui sont systématiquement derrière les joueurs, derrière le club. Euh, donc c'est vrai qu'on est dans un environnement qui facilite aussi ce genre de prise de parole libre et on a la chance d'avoir effectivement une équipe sportive qui est simple, qui est accessible et c'est aussi lié au fait qu'on est dans un environnement qui permet ça. Donc voilà, c'est encore plus sympa le fait d'être supporter du Lac. Ouais, mais même sur les réseaux, hein, on a quand même une plutôt belle communauté, je trouve. On a vraiment un côté familial, en tout cas, le club a ce côté familial et à cette image-là. Et même s'il y a toujours c'est vrai. il y a toujours des éléments un petit peu plus différents, un peu plus complexes, mais je pense qu'on a appris à être modeste aussi parce qu'on a vécu plusieurs ans en Ligue 2. On sait d'où on vient. Je pense que voilà, on vient. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur cette par rapport à cette approche et ce comportement, cette attitude qu'on peut avoir. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas, et ça renforce notre amour pour ce club. Ouais. En tout cas, bah, on a hâte que la saison démarre et elle va démarrer à la mi-août avec un déplacement très chaud comme aujourd'hui à Monaco du côté de Louis II pour démarrer la saison et juste pour démarrer la saison. Moi, personnellement, je trouvais que c'était une bonne chose de retrouver Paul Pogba, Ansu Fati, etc. à Monaco pour leur premier match. Pas forcément le temps de se roder ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que vous en pensez. JC, ton avis, toi, est-ce que c'est une bonne chose de jouer Monaco à la première journée? Toi, faut les jouer à un moment ou à un autre. T'as pas le choix, mais en première journée, est-ce que tu trouves ça bien? Ouais, bah écoute, pourquoi pas. C'est le hasard du calendrier. Après Monaco, oui, avec ses stars qui seront le club, enfin l'équipe ne sera pas totalement rodée. C'est peut-être un bon moment à les prendre. Hein. Après, nous, on ne sait pas aussi comment, quelle sera l'équipe qui sera alouée. Donc, ça c'est peut-être nous qui sera le plus en rodage finalement. Donc, je sais pas du tout, mais oui. Moi, je suis plutôt content de commencer à l'extérieur. C'est plutôt ça qui me satisfait. Après, on va jouer 2 matchs importants parce qu'on joue deux fois de suite la J3. Ouais. Et là, il va être important. Ouais, Nice et Lens. Lens et Nice, pardon. Ouais, Lens et Nice. Et donc, il va quand même falloir prendre des points assez rapidement. Donc, hâte de voir ça. Et j'espère franchement que ça va passer vite. Il reste encore à peu près un mois, si je dis pas de bêtises. C'est le 17. On démarre le 17 août, donc on aura le temps de faire peut-être d'autres space pour analyser le mercato. Clément, toi, c'est un calendrier, on va pas analyser le calendrier, mais ça te fait quoi de démarrer par Monaco, finir à Lorient aussi, c'est assez inhabituel d'être à l'extérieur sur la première journée et la dernière. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce calendrier? Est-ce qu'il y a des mois plus difficiles que d'autres, par exemple, des choses que tu attends? Bah moi non, mon déplacement à Lorient, je suis très content que ce soit la dernière journée. Comme ça, soit on revient à un scénario à la Strasbourg, soit on y va pour le fun. Donc dans tous les cas, je suis content. Après, moi plus difficile que d'autres. Bon, de toute façon, tu sais bien, ça dépend aussi des dynamiques des clubs qu'on va affronter. Là, tu te dis, bah voilà, il y a ces clubs-là qui font peur, mais peut-être que d'ici 2 mois, bah ça va changer. Ces clubs-là, faut les affronter. Donc non, le calendrier, j'ai pas trop fait attention, à part pour les déplacements que je peux faire, mais sinon le reste, c'est-à-dire t'auras les clubs à affronter aller-retour, donc que ce soit au mois de février ou au mois de janvier, on s'en fout un peu.
Non, par contre, c'est vrai que je suis content de finir avec Lorient. Ça, c'est un déplacement cool. Je serais peut-être de la partie, mais je suis comme toi, c'est vrai que je C'est pas regarde. loin. Ouais, oui, enfin, moi j'ai 3 heures de route, mais je regarde les déplacements à l'ouest aussi, et ça commence qu'en janvier pour nous. Parce que c'est quand Rennes? Rennes, c'est le 18 janvier. Ah oui. Il y a Nantes le 22 février, il y a Brest le 8 mars, il y a Angers le 19 avril, et puis il y a Lorient le 16 mai. On en a un par mois. Voilà, on sait quoi faire. Voilà, exactement. L'année 2026 va être chargée en déplacement. D'ailleurs, en parlant de déplacement, petite dédicace à Gérilly qui avait posé la question du plus beau parquage depuis qu'on est retourné en Ligue 1. Je trouve que c'est pas mal pour conclure l'émission. Les gars, je voulais avoir votre avis. Quel est selon vous le plus beau parquage qu'on ait eu du HAC à l'extérieur depuis qu'on est remonté en Ligue 1? Thomas, vas-y. Wow, Ouais, je te compliqué, prends à chaud compliqué. comme ça, à froid, pardon. En plus, j'en ai pas fait les maths, mais j'ose même pas imaginer le délire que ça devait être à Strasbourg, évidemment. Et à mon avis, celui de Lens cette année, bon, qui était bien costaud, par contre j'étais plein aussi, ça devait être quelque chose, hein, avec le match fou et puis le but vainqueur. Je crois que c'est Kuka qui marque le penalty. Ouais, dernière On minute. fait le match pour arracher le 4-3, ouais, ça devait être monumental. Donc, ouais, moi je dirais bien Lens ou Strasbourg cette année, ça devait être très très sympa à vivre. Ouais, Vivien, à ton tour, quel parquage? Alors toi, tu as pas fait déplacement, mais vu de ta télé, quel parquage t'a semblé le plus animé, le plus bruyant? Forcément, le parquage le jour de victoire, on a des souvenirs un peu plus prégnants. Le match à Lille, le match à Lens, c'est vrai que avec des scénarios dingues où on marque le but de victorieux sur la fin du match, enfin, surtout à Lens, moins à Lille, mais ouais, mais comme moi, c'est vrai que j'ai pas fait de déplacement, personnellement, je j'ai pas de souvenirs. À travers la télé, c'est pas pareil, quoi. Quand on est au stade, je suis allé à tous les matchs à domicile, donc je pourrais te citer des souvenirs d'ambiance au stade Océane, mais à l'extérieur, là, je passe mon tour. Je suis désolé, mais j'ai pas trop d'avis Non, il y a là-dessus. pas de souci. Clément, toi, est-ce que tu as un souvenir d'un parquage qui t'a marqué depuis qu'on est revenu en Ligue 1? Bah, Saint-Brieuc, hein, c'est vraiment. Ah, cette honte, oh Dieu, cette honte. Bah, c'était animé au moins. Hein. J'espère qu'ils sont en national cette année. J'espère qu'ils vont créer vraiment un parquage en tribune parce que c'est scandaleux de nous parquer dans des grillages derrière les buts. Enfin, c'était n'importe quoi. Non, j'en ai pas fait 45, mais franchement, celui de Rennes, la première année de Ligue 1 était franchement sympa, quoi. Tu me le piques. J'y sais, toi. Ah, ouais. Je sais que tu aimes bien aller au Cerf, toi. Et je pense que ça va être ton meilleur souvenir, non? Ah, ouais, c'est ça. Effectivement, depuis la remontée, ouais, c'est le match à Auxerre. Avec ce finish de toute beauté, donc oui, forcément celui-ci. Après, Strasbourg, ça devait être sympa pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Mais non, pour moi, me concernant, c'était Auxerre. Parce qu'en plus, c'était le parquage était plein et puis l'ambiance et le S'il y en finish. a Ouais. qui veulent, avant qu'on conclue, venir intervenir et nous donner leur plus beau parquage, moi, en attendant, je vais vous donner le mien. C'est Clément qui l'a donné parce que bah, c'était l'année de la remontée. C'était, je crois que le deuxième match à l'extérieur qu'on faisait, parce qu'on avait été à Montpellier sur la J1, on va à Rennes sur la J3. On perd 2-0, on était à 10, et puis remontada, si on peut dire, du hack, avec une ambiance de fou furieux. On avait mis le feu dans le parcage, c'était incroyable. Je pense que le Roazhon Park, voilà, les Rennais, on les entendait plus, et c'était exceptionnel comme ambiance. Donc voilà. Eh ben, on a une demande d'intervention, hop, de notre ami LBRP. Salut, cher ami, comment tu vas? Tu peux appuyer en bas à gauche si tu veux réactiver le micro, si jamais tu m'entends. Allô? Hey, on t'entend bien. Ouais. Salut. Ouais, excuse-moi, Salut, tu m'as fait monter pendant que tu parlais, du coup, j'ai pas entendu que. Ah, pas de souci. On a fait la parole. Non, c'était pour participer sur la question du meilleur parquage. Vous avez évoqué Strasbourg tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu surcoté parce qu'on n'était pas nombreux. Évidemment, il y a le scénario et le maintien à la fin qui fait que ce déplacement est spécial, mais en termes d'ambiance, franchement, c'était loin d'être le meilleur sur les 2 années, quoi. Ouais, et toi, quel était le meilleur selon toi sur ces 2 années? Je dirais, ouais, celui de Rennes qui est beaucoup évoqué la première année. C'est vrai que c'était très costaud. Ou celui de Marseille aussi la première année, c'est particulier. On était 600, 700.
tout le monde avait traversé la France pour se retrouver dans le sud, à Marseille. Et c'était ça, je pense que c'est dans un grand stade comme ça, je pense que ça a été un déplacement marquant pour beaucoup. Eh ben génial. Merci, merci LBRP d'être intervenu. On va conclure cette émission. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'était plus une émission retrouvailles parce que le hack nous manque, vous nous manquiez aussi, et on s'est dit que ça serait sympa de se retrouver en plein été pour parler de ce rachat avec le peu d'informations qu'on a. Donc voilà, j'espère que l'émission vous aura fait plaisir. Merci Vincent d'avoir accepté l'invitation et nous avoir parlé du TFC. J'espère que vous ferez encore une belle saison en Ligue 1 et puis qu'on sera de nombreuses années à vos côtés en première division. En tout cas, c'était toujours très sympa d'avoir tes interventions et ton avis sur le football en général et puis sur le mercato. Donc, merci à toi pour ton temps. Merci. Merci à tous les gars, merci Thomas, merci Vivien, Clément, JC, merci LBRP, merci aussi à Clément Lesage qui est parti tout à l'heure. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi ce space. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve, je sais pas quand. Voilà, ça va dépendre de l'actualité du hack. On va attendre d'avoir des infos un petit peu plus croustillantes, notamment le passage de la DNCG, la conf de presse, la présentation du nouveau maillot aussi, faut pas l'oublier. Et puis les premières arrivées, premières signatures, les premiers départs de joueurs. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Suivez bien les réseaux du space et on se retrouvera, je pense, bien avant la reprise du championnat. Bonne soirée à tous, à très bientôt, reposez-vous bien, passez de bonnes vacances et d'ici là, allez le hack. Salut à tous. Salut. Bonne soirée à tous.